du travailleur. Mais ce qu'il faut savoir et qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne passe jamais à travers la peau. Donc retenez que la principale voie de pénétration, ça va être la voie respiratoire. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que plus une fibre est fine et longue, plus elle va pouvoir pénétrer profondément dans le poumon et plus l'organisme aura du mal à les éliminer et plus elles seront dangereuses. Donc les plus fines et les plus longues vont être au final, en conclusion, les plus dangereuses. Alors la proportion de fibres qui va être donc inhalée puis éliminée par l'organisme, vous le comprenez bien, ça va dépendre de la composition chimique de la fibre, de sa dimension, de ses propriétés de surface et enfin de l'état de santé de la personne. Cela va de soi qu'une personne qui a une santé respiratoire correcte va pouvoir, le poumon va jouer son rôle dans l'épuration, mais pour celui qui est bronchitique chronique, qui est asthmatique, qui a des difficultés respiratoires, donc l'élimination va mal se faire et donc il y aura une tendance à la rétention de ces fibres au niveau des poumons. Mais de façon générale, les critères de toxicité d'une fibre, quelle qu'elle soit, quelle que soit la famille auquel elle appartient, il faut savoir que ça va dépendre de sa biopersistance. Sa biopersistance, ça veut dire le temps qu'elle aura passé à l'intérieur du poumon avant d'être éliminée. Il y a aussi sa dissolution. Certaines ont cette capacité à se dissoudre au niveau des milieux biologiques de l'organisme, d'autres non. Il y a aussi les dérivés toxiques, c'est-à-dire est-ce que l'organisme va réagir ou pas à cette fibre en fabriquant des dérivés qui peuvent être eux-mêmes très dangereux. C'est ce qui va se passer pour ce qui est de la silice et de l'amiante. C'est la réaction de l'organisme, c'est la réaction du poumon qui fera qu'il y aura de la fibrose, il y aura. Quatrième critère de toxicité d'une fibre, c'est sa forme. Il faut savoir qu'à composition chimique identique, la structure fibreuse, c'est-à-dire les particules allongées, vont être beaucoup plus dangereuses que la structure non fibreuse, c'est-à-dire les particules sphériques. Il y a la dimension, on l'a dit tout à l'heure, c'est les fibres très fines qui peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires en plus grand nombre et donc elles sont plus dangereuses. Et on avait dit que parmi elles, les fibres longues, c'est-à-dire dont la longueur est supérieure à 8 microns, provoquent aussi beaucoup plus d'effets néfastes pour la santé. Il y a la propriété de surface. Il y a aussi la migration. Certaines fibres ont cette capacité de pouvoir traverser les tissus, être véhiculées dans les liquides biologiques, notamment la lymphe, et atteindre d'autres organes. Alors, quelle est la fibre que vous connaissez qui peut faire ça? Quelle est la fibre qui peut faire ça? Réfléchissez un petit peu. Docteur Lihani. Exact, c'est l'amiante. L'amiante, vous avez bien vu, elle est inhalée, elle va dans le poumon, mais en même temps, elle a cette capacité de migrer, elle peut atteindre la plèvre et elle donne toutes les pathologies pleurales liées à l'inhalation des fibres d'amiante. Et plus que ça, puisque vous avez vu qu'on a décrit des mésothéliums péricardiques, des mésothéliums, elle a cette capacité de migrer. Et c'est ce qui va la rendre, et quand une fibre a la capacité de migrer, c'est aussi un critère de toxicité, de dangerosité. Donc retenez bien que quelle que soit la fibre, les critères qui vont jouer dans la toxicité de cette fibre, c'est sa biopersistance, sa dissolution ou pas. C'est cette capacité, donc c'est pas cette capacité, c'est la réaction de l'organisme par l'apparition, c'est-à-dire que quand il va se sentir agressé par cette fibre, il y a une fabrication de dérivés qui vont être toxiques. Il y a la forme, il y a aussi sa dimension,
il y a ses propriétés de surface et il y a sa capacité à migrer. Ce que je viens de faire, les quelques plaques qu'on vient de voir ensemble, c'est par rapport à la toxicité, c'est-à-dire c'est une présentation des fibres de façon générale. Mais l'objet de notre conférence, ce sont en fait les fibres minérales artificielles. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avions des fibres minérales et des fibres organiques. Dans les fibres minérales, on a les fibres minérales naturelles et on a des fibres minérales qui sont artificielles, c'est-à-dire qui ont été fabriquées par l'homme. Alors, il faut savoir que comment on est arrivé à ces fibres minérales artificielles? Comment est-on arrivé à fabriquer des fibres? Eh bien, en hygiène du travail, je pense que vous avez commencé à prendre l'habitude, à chaque fois, et vous l'avez fait avec la toxicologie, et on vous disait, dans les recommandations en prévention, on vous disait toujours substituer par une substance moins toxique. Eh bien, en matière de fibres, c'est la même chose. On a eu de l'amiante, on s'est rendu compte que c'était cancérogène. L'amiante a été utilisée des années durant parce qu'elle a des propriétés qui sont exceptionnelles. Mais voilà, un beau jour, on s'est rendu compte qu'elle donnait des cancers, qu'elles étaient cancérogènes. Donc l'homme a essayé de retrouver un matériel qui avait des propriétés équivalentes, mais qui était moins nocif pour la santé de l'homme. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué les fibres minérales artificielles que les Anglais appellent man-made mineral fibres, sont des composés qui sont utilisés pour remplacer l'amiante. On les appelle aussi des produits de remplacement de l'amiante. Alors, les fibres minérales artificielles, ça désigne en fait un groupe de fibres. Souvenez-vous de la classification du début. C'est en fait un groupe de fibres siliceuses et vitreuses. Il s'agit, en fait, pour être plus précise, ce sont des fibres artificielles, minérales, non métalliques, siliceuses et vitreuses. Alors, que comporte la classification en fait de ces fibres minérales artificielles? Dans la littérature, vous allez trouver une multitude de classifications. J'ai retenu quelques-unes pour vous. Alors, la première, c'est celle de l'International Programme on Chemical Safety, donc qui est en 88, mais c'est toujours une classification qui est acceptée, qui est toujours de cours. Elle adopte une typologie suivante. Donc, dans cette famille des fibres minérales artificielles, on a d'abord les laines d'isolation qui comportent la laine de verre, la laine de laitier, la laine de roche. On a les fibres de verre à filament continu qu'on appelle aussi fibres de verre textile. On a les fibres de verre à usages spéciaux, c'est les microfibres que vous connaissez actuellement, très utilisées dans les produits de nettoyage. Et on a les fibres céramiques réfractaires. Donc, pour cet institut, il y a 4 sous-familles de fibres minérales artificielles. L'OMS aussi a classé les fibres minérales artificielles en 4 catégories. Elle s'est appuyée sur le procédé de fabrication et les dimensions pour les classer. Donc, du coup, elle désigne les fibres minérales vitreuses artificielles comprennent finalement 4 sous-familles. On a les fibres céramiques réfractaires, on a les filaments de verre continus, on a les laines à usage spécial, on a les laines d'isolation. Parmi elles, nous avons la laine de verre, la laine de laitier et la laine de roche. C'est bon, vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est bon? Répondez parce que j'ai l'impression que je parle toute seule. C'est très désagréable.
Après, il y a une autre classification, c'est celle de la typologie, donc du Centre international de recherche sur le cancer en 2002. Et on a aussi la classification de l'Institut national de santé et de la recherche médicale, c'est l'INSERM. Donc, et il y a encore d'autres, mais bien que les dates soient anciennes, il faut savoir qu'elles sont toujours d'actualité, ces classifications. Sauf que chacun prend un paramètre, un caractère pour classer les fibres. Nous, on essaye de prendre bien sûr, rester sur les typologies du cirque et celles de l'OMS. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va voir quels sont en fait les éléments qui peuvent expliquer un petit peu la toxicité de ces fibres minérales artificielles? On va essayer de faire finalement l'analogie avec l'amiante. Alors, il faut savoir que les fibres minérales artificielles, elles ont d'abord une biopersistance qui est très différente des fibres d'amiante. Deuxième critère, c'est qu'il faut savoir que les fibres d'amiante, quand elles pénètrent dans l'organisme, quand elles se fragmentent à l'intérieur de l'organisme, elles vont se fragmenter dans le sens de la longueur. Les fibres minérales artificielles, elles se fragmentent transversalement. Alors, selon vous, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je reprends ce critère? Docteur Lehani. Pourquoi ce critère est important? Docteur Chebini, Je ne sais pas. vous ne savez pas? Docteur Chebini, je pense qu'il n'était pas là au début de la conférence, donc les deux autres. Docteur Boutou. Docteur Boutou. Non, je ne sais pas, professeur. Alors, en fait, souvenez-vous tout à l'heure, vous vous souvenez quand je vous ai parlé des critères de toxicité de la fibre? Je vous avais dit, plus une fibre, elle est fine, plus elle est longue, plus elle est dangereuse. Oui, Donc l'amiante, finalement, si lorsqu'elle pénètre dans l'organisme, elle se fragmente dans le sens de la longueur, ça veut dire que le diamètre, il va être encore plus fin. Ça va être des fibrilles. Et donc l'amiante, oui, c'est pour ça que c'est très dangereux. Parce qu'elle devient plus fine, elle va donc pénétrer encore plus profondément. Mais les fibres minérales artificielles, le fait qu'elles se cassent, mais transversalement, ça va vous donner finalement des fibres de longueur plus courtes. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont moins nocives déjà que l'amiante, par rapport à l'amiante, oui. par rapport à l'amiante. Ça fait déjà une différence. Après, on va voir pour la biopersistance, c'est-à-dire pendant combien de temps ces fibres minérales vont rester à l'intérieur de l'organisme. Souvenez-vous tout à l'heure, dans le critère de toxicité d'une fibre, on avait parlé de la persistance. On avait dit que plus elle restait longtemps dans l'organisme, plus elle constituait un danger. Et enfin, on a un autre critère, c'est leur solubilité, qui dépend notamment du pH. Il faut savoir que la solubilité, comment est-ce que cette fibre, est-ce qu'elle a cette capacité à se dissoudre dans le milieu biologique? Pour les fibres minérales artificielles longues, elles sont plus facilement dissoutes par rapport à l'amiante dans le milieu biologique. Alors, par exemple, la vitesse de dissolution d'une fibre de 1 micromètre, si c'est de la laine de verre, de laitier ou de roche, certains l'appellent la laine de pierre, ça va être sa durée, donc sa dissolution, elle va être d'une durée inférieure ou égale à 2 ans. Vous voyez la fibre céramique réfractaire, c'est à peu près 5 ans.
les microfibres de verre à fonction spéciale, c'est 6,5 ans. Alors que si vous prenez les fibres naturelles d'amiante, elles mettront plus de 100 ans pour se dissoudre. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui. Alors, quelles sont les méthodes qu'on utilise pour, en fait, les évaluer? Vous avez vu que dans les produits chimiques, on utilisait la pompe Draeger pour faire un échantillonnage de l'air, ce qu'on appelle un prélèvement de l'air, et on disait finalement, dans cet air, il y a tant de microgrammes par mètre cube d'air, par exemple. On disait que normalement, ça ne doit pas dépasser tant par mètre cube d'air. C'était les valeurs moyennes d'exposition, les VME. Alors, mais on devait comparer ce qu'on avait prélevé aux valeurs de référence. Alors, en matière de fibres, on ne parle pas en poids, on parle en nombre de fibres qui sont en suspension dans l'air, et il existe plusieurs techniques pour pouvoir mesurer ce nombre de fibres qui sont en suspension dans l'air. On fait un échantillonnage de l'air et puis on le passe en microscopie optique à contraste de phase. Cette technique ne permet que de compter le nombre de fibres. C'est-à-dire, il vous dira, dans cette ambiance de travail, dans ce milieu de travail, eh bien, on a identifié la présence de fibres et il y a tant de fibres par mètre cube d'air. Mais par contre, il ne vous dira pas s'il s'agit de telle ou telle ou telle fibre. Est-ce que c'est de l'amiante? Est-ce que c'est des fibres céramiques réfractaires? Est-ce que c'est des fibres de laine de verre, de laine de laitier, etc. Ce qui nous permet de dire, de donner le nombre et la nature de cette fibre, c'est-à-dire identifier cette fibre, ce sont les autres techniques, c'est-à-dire la microscopie optique à lumière polarisée, la microscopie électronique à balayage analytique, microscopie électronique à transmission analytique. Alors l'objet, aujourd'hui, on va commencer par étudier plus en détail les laines minérales qu'on appelle les laines d'isolation. Certains les appellent les laines minérales, d'autres les laines d'isolation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? Non. Non? Oui? Et les deux autres, j'entends pas. Docteur Sarsou, vous avez toujours... vous pouvez m'écrire un message. Vous m'avez mis que vous avez un problème de connexion. Et docteur Boutou, c'est bon? C'est bon, professeur, j'ai pas de question. Je peux avancer? Oui. D'accord. Alors, pour les laines minérales, donc les laines minérales qu'on appelle aussi les laines d'isolation, ce sont des fibres inorganiques synthétiques qui appartiennent à la famille des fibres minérales artificielles. Donc, dans ces laines minérales ou laines d'isolation, on a, selon leur origine, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été utilisé pour les fabriquer, elles prennent un nom. On parle de laine de verre lorsqu'elles ont été fabriquées à partir de sable. On parle de laine de roche lorsqu'elles ont été fabriquées à partir de la basalte. Et on parle de laine de laitier quand elles proviennent des résidus des hauts fourneaux. Alors, faites attention, si vous lisez dans la littérature, par exemple, si vous faites une recherche bibliographique, vous pouvez trouver des articles en anglais qui parlent de mineral wool, donc LM, laine minérale, mais il faut savoir que pour les anglo-saxons, ça ne désigne, la laine minérale désigne que la laine de roche ou le groupe laine de roche et laine de laitier. En fait, ils excluent la laine de verre. La laine de verre, elle est classée seule, qu'ils appellent glass fiber. Donc faites attention. La littérature européenne, le terme définit les trois types de laine,
Mais dans la littérature anglo-saxonne, la laine minérale, ça désigne juste deux types, la laine de roche et laine de laitier. Ils mettent la laine de verre à part quand ils ont un article qui concerne justement ce type de laine d'isolation. Donc, qu'est-ce qu'elles contiennent finalement, ces laines minérales? Les laines minérales contiennent donc 90% dans leur composition, il y a 90% de fibres. Alors, ces fibres, bien sûr, elles doivent être liées entre elles. Donc, on utilise des liants. Alors, ces liants sont dans une proportion de 3 à 5% en moyenne. Et ce sont en général des résines phénoliques, soit du formolphénol, soit de l'uréformolphénol, qui vont en fait, leur rôle, c'est la cohésion du produit. Parce que si vous prenez des laines comme ça toutes seules, elles ne pourront pas être collées les unes aux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la laine minérale, les laines d'isolation, mais vous voyez que c'est un petit peu comme du coton, c'est-à-dire tout est lié. Et puis, il y a une proportion aussi inférieure à 1% d'huile. Cette huile, en fait, elle empêche l'émission de poussière. En général, ce sont des produits qui sont très stables au cours du temps, mais elles peuvent quand même se briser dans des milieux qui sont très acides ou très alcalins. Mais la laine de verre, par exemple, tout comme l'amiante, elle ne brûle pas, elle ne pourrit pas, elle absorbe par contre ni l'humidité ni les odeurs. Alors, comment elles peuvent se présenter? En fait, elles vont se présenter sous diverses formes, comme vous le voyez sur la diapo. Alors, ça peut être des rouleaux, des plaques, ça peut être aussi sous forme de flocons, comme vous le voyez là, ou de coquilles. Alors, où est-ce qu'on les utilise? Les laines minérales sont très utilisées en isolation thermique, acoustique et tout ce qui est protection incendie. Donc, on isole avec les combles, les murs, la toiture, les tuyauteries de chaudière, le matériel frigorifique dans les réfrigérateurs, il y en a, dans les appareils d'électroménager, par exemple dans les cuisinières aussi, il y en a. On les utilise en climatisation ou en ventilation, donc tout ce qui est les gaines de circulation d'air, on les utilise pour protéger donc ces gaines de circulation. On les utilise dans les cultures hors sol, dans la fabrication d'écrans anti-bruit, et aussi, surtout, beaucoup dans la construction navale, dans les chantiers navals, dans les bateaux. Alors, on l'utilise pour l'isolation acoustique ou thermique des cabines. On les utilise aussi pour l'isolation des parties techniques des bateaux, comme les machineries et les tuyauteries. Donc, souvenez-vous que le secteur de la construction navale utilise énormément les laines d'isolation. Les principaux secteurs, donc, c'est tout ce qui est isolation, qu'elle soit thermique ou acoustique, et dans la protection incendie, en climatisation, pour la fabrication d'écrans routiers anti-bruit, la culture hors sol et dans la construction navale. Et du coup, qui va être exposé à ces laines minérales? L'exposition, donc, ça va être d'abord tous ceux qui utilisent ces matériaux directement pour des opérations généralement, qu'elles soient d'isolation ou de calorifugage. Donc, c'est les calorifugeurs, les poseurs d'isolation acoustique ou thermique, les menuisiers du bâtiment. Il y a aussi une autre catégorie professionnelle qui peut être exposée. Ce sont ceux qui vont intervenir sur ces matériaux qui sont déjà en place. Par exemple, tous les ouvriers de maintenance, les ouvriers de secondes œuvres, les plombiers, les couvreurs, les électriciens, les charpentiers, les menuisiers, les soudeurs, les tuyauteurs. Et enfin, ceux qui vont se trouver à côté des personnes qui interviennent sur ces matériaux. Donc, c'est généralement tous les ouvriers, les techniciens des secteurs qui sont utilisateurs en général. Donc, retenez 3 professions qui exposent. Ceux qui les utilisent directement, ceux qui vont intervenir sur ces matériaux
et ceux qui travaillent à côté des personnes qui interviennent sur ces matériaux. Par exemple, ceux qui interviennent sur ces matériaux, par exemple, si vous avez un technicien en froid, vous avez un système de climatisation qui est en panne, alors que les gaines de circulation d'air ont déjà été isolées par de la laine d'isolation pour qu'il puisse réparer, intervenir. Il est obligé d'enlever toutes ces laines d'isolation pour qu'il puisse travailler. Donc, celui qui l'a posé au début a été exposé. Celui qui va intervenir pour la maintenance ou la réparation va être exposé. Et celui qui travaille à côté va être exposé. Je continue. Oui. Alors voilà des exemples de personnes. Est-ce que vous voyez les images? Est-ce que vous voyez les images? Voilà. Donc là, en bas sur votre droite, c'est les fameuses gaines de circulation de la climatisation ou d'une chaudière. Après, vous voyez en haut, c'est ce qu'on appelle les combles. Donc, c'est comme un grenier, si vous voulez. En Europe, ça se fait beaucoup pour isoler. Et vous avez à gauche, donc c'est quelqu'un qui est en train d'enlever justement le matériel. Alors, quels sont les effets sur la santé? Il y a quelqu'un qui nous rejoint? Donc, quels sont les effets sur la santé? Alors, en fait, le risque va dépendre, bien sûr, du niveau d'empoussièrement. C'est-à-dire que quand cette laine d'isolation vieillit, donc tous les agents qui étaient inhibiteurs de poussière, on a parlé tout à l'heure de quoi étaient composées les laines d'isolation, on avait dit que c'était constitué à 90% de fibres. On avait des liants, c'est-à-dire que c'est des substances qui permettaient de lier les différentes fibres entre elles. Et on avait dit à une très petite proportion des huiles, à moins de 1%. Et ces huiles avaient pour rôle d'empêcher l'empoussièrement. Il se trouve qu'avec le temps, ces agents, que ce soit les liants ou ces huiles, peuvent se décomposer et ne plus assurer justement ce rôle-là d'empêcher la formation de poussière. Donc, du coup, quand ça commence à vieillir, il va y avoir de plus en plus d'élimination de poussière et il y aura un risque. Donc, ça va dépendre du niveau d'empoussièrement, les caractéristiques physiques et chimiques des fibres, ça, je pense que vous l'avez compris, de la nature du liant et la durée et de la fréquence de l'exposition. Alors, les effets qui sont dus, on va voir dans cette toxicité des effets qui sont directement dus au contact des fibres avec la peau ou les muqueuses. Alors, on aura une irritation, ça c'est des effets communs, une irritation de la peau avec apparition de dermite aussi. On a des irritations des muqueuses, des conjonctivites. On peut aussi avoir des irritations des voies aériennes, donc rhinite, bronchite, congestion nasale, douleur à la gorge et de la toux. Deuxième effet, donc, qui pourrait expliquer donc, la toxicité de ces laines minérales, ce sont les effets qui sont dus aux liants et aux addictifs. Tout à l'heure, vous vous souvenez, quand j'ai parlé de la composition des liants, j'avais dit que c'était généralement des résines, ça pouvait être du phénylformol, ça peut être aussi d'autres composés. Donc, en fonction de la nature des liants, on aura une réaction qui est propre.
qui est propre à cette substance. Donc, de façon générale, on pourra avoir de l'asthme bronchique lorsqu'il s'agit d'une résine à base de phénol. On pourra avoir aussi des réactions allergiques, quelles qu'elles soient, avec de l'eczéma. D'autres effets ont été rapportés, ce sont des effets qui sont dus aux antistatiques, tels que les ammoniums quaternaires. Je ne sais pas si vous avez fait le cours, mais les ammoniums quaternaires sont des substances qui sont extrêmement allergisantes et qui sont pourvoyeuses de dermatose et d'asthme parfois. Donc les pathologies avec les liants, ce sont des pathologies qui se rencontraient exclusivement dans les opérations de fabrication, lorsque les laines sont portées et lorsqu'elles sont portées pour la première fois à une température supérieure à 200 degrés, qui seule est capable d'entraîner une dégradation thermique de l'encollage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui? Docteur Chebini, c'est bon? Il a été observé, rapporté avec les laines minérales, des pathologies pulmonaires bénignes. Alors, on s'est longtemps posé la question, est-ce que ces laines minérales donnent aussi de la fibrose? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées dans le secteur de la production. Pourquoi ils ont fait ces études? Parce qu'ils se sont dit, c'est quand même un produit de substitution de l'amiante. L'amiante donne de la fibrose, on va voir si ces laines, elles aussi, donnent de la fibrose. Alors, toutes les études qui ont été menées, malheureusement, je dis bien malheureusement, elles ont été menées dans le secteur de la production. Et toutes ces études n'ont pas retrouvé de fibrose, que ce soit de la fibrose pulmonaire ou de la plèvre. Pourquoi j'ai dit malheureusement dans le secteur de la production? Parce que généralement dans ce secteur-là, les niveaux d'exposition sont généralement très très faibles. C'est parfois des usines de fabrication qui sont fortement robotisées. Donc le contact entre l'humain et ces substances est très faible. Et combien même, généralement, les procédés de fabrication sont en vase clos. Aucune étude, à ce jour, du moins publiée dans une revue qui est indexée, n'a été menée chez les utilisateurs de cette substance. Donc à ce jour, toutes les études qui vous diront on n'a pas retrouvé de fibrose ont été menées dans le secteur de la production. Alors on s'est aussi posé la question pour les plaques pleurales. Alors il paraîtrait aussi, c'est toujours le même problème, qu'il n'y a pas de lien entre l'exposition à la laine de verre, de roche ou de laitier et le développement d'anomalies pleurales. Donc pas de fibrose, pas de plaque pleurale. Pour les cancers, alors on a longtemps considéré qu'il existait des preuves limitées de la cancérogénicité des laines minérales chez l'animal, des laines minérales, de la cancérogénicité des laines minérales. Alors chez l'animal, on a constaté que lorsque on induisait, il y avait la survenue de tumeurs a été observée après introduction par voie intrapéritonéale de fibres minérales, de laine minérale. Mais par voie inhalatrice, on n'a pas observé cela chez l'animal. Alors, les études qui ont porté sur les travailleurs du secteur de la production de laine minérale n'ont également pas montré de risque de cancer. Donc, et je dis encore la même chose, l'exposition dans le secteur de la production est d'un niveau généralement beaucoup plus faible que chez les utilisateurs de ces matériaux, pour lesquels actuellement les données épidémiologiques sont insuffisantes pour évaluer le risque associé aux laines minérales du point de vue de leur cancérogénicité pour l'homme. Pour le mésothélium également, il n'y a pas d'étude qui permet de conclure à un excès significatif de mésothélium dans l'industrie de production de laine de verre, de roche ou de laitier.
Alors, comment sont classées les laines minérales par rapport aux classifications internationales? Alors, pour le Centre international de recherche sur le cancer, les laines minérales sont classées au groupe 3 actuellement, c'est-à-dire que l'agent, le mélange ou le mode d'exposition ne peut être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme. Par contre, il faut savoir que jusqu'en 2002, le mélange était, enfin, les laines minérales étaient classées comme cancérogènes possibles pour l'homme. Donc, retenez que jusqu'en 2002, on les considérait comme groupe 2B. À partir de 2002, le CIRC a changé de classification. Il les a considérés comme étant une substance qui était qu'on ne pouvait pas classer. Pour l'Union européenne, la classification de l'Union européenne, donc, c'est les laines minérales sont considérées comme des cancérogènes de catégorie 3, c'est-à-dire des substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles ne permettent pas une évaluation suffisante. Il faut savoir que la réévaluation en 2002 par le CIRC de la cancérogénicité des laines minérales n'a pas fait l'unanimité. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont opposés à cette nouvelle classification, c'est-à-dire le passage du groupe 2 au groupe 3, notamment cet auteur que vous voyez, Van der Berg et ses collaborateurs, qui ont considéré pour eux que l'argument du CIRC, elle est discutable quant au faible poids de l'évidence accordée aux études faites par injection intrapéritonéale par rapport à une plus grande importance accordée à celles qui ont été faites par inhalation. Vous avez vu que chez l'animal, les laines minérales, lorsqu'on les injectait par voie intrapéritonéale, elles avaient entraîné des tumeurs, mais ça n'a pas été observé par voie, c'est par voie respiratoire. Et ces auteurs, justement, reprochent au CIRC de ne pas avoir tenu compte de la survenue des cancers lorsqu'on les injectait par voie intrapéritonéale. De même que vous aviez vu que pour ce qui est des liants, dans la composition justement donc des laines minérales, on avait les fibres, mais on avait les liants. Et dans les liants, je vous avais cité le phénol uréformaldéhyde. Et le formaldéhyde, vous savez qu'il est cancérogène. Il a été demandé depuis 2009 à l'ensemble des industriels qui fabriquent donc les laines minérales d'utiliser un autre liant autre que justement celui que je viens de vous citer. Alors toujours dans ces cancers respiratoires qui sont dus à ces fibres minérales, donc à ces laines minérales, donc il y a eu une étude bibliographique qui a été publiée, qui a rassemblé toutes les études qui ont été publiées sur ce thème, et cette revue a conclu, après classification, ils ont constaté qu'il y avait une augmentation significative du rapport standardisé de mortalité par cancer thoracique chez les travailleurs exposés à la laine de roche et à la laine de verre par rapport à la population témoin, et qu'après classification par type, le risque relatif d'augmentation donc du rapport standardisé de mortalité, il était de 1,23 pour les laines de verre, 1,08 pour les filaments de verre continus et 1,32 pour la laine de roche. Alors, pour cet institut, la TSDR, donc en 2004, considère que les études chez les travailleurs dans la fabrication de la laine de roche et la laine de laitier fournissent des indices inadéquats de cancérogénicité pour les humains. Pour l'INSERM, il considère qu'il y a un risque accru de cancer du poumon, mais on ne peut pas conclure. De même que le cancer des voies aérodigestives supérieures ne pouvait être exclu. Alors pour les effets sur la reproduction,
aucune étude, il n'y a pas de source documentaire qui signale cet état de fait. Et donc, pour le moment, on ne sait pas. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas de publication sur ce sujet. Alors, l'exposition, vous le savez, aux fibres d'amiante avait été évaluée par la mesure de la quantitative de la rétention de ces particules dans le poumon ou dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire. Et on a mesuré aussi la rétention des fibres de laine des laines de verre, de laine de roche et de laine de laitier. On a essayé de faire la même chose que pour donc l'amiante. Et on a vu que cette rétention était faible dans le poumon humain. Alors pourquoi? Parce que ces fibres ont une plus grande solubilité, c'est-à-dire elles ont une biopersistance qui est faible, et généralement ces fibres sont majoritairement déposées dans l'arbre bronchique. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Vous n'avez pas de questions? Non, pas de question. Pas de questions? Non. D'accord. Alors, je vais vous donner les grands axes de prévention collective. Alors, vous voyez bien qu'on a vu qu'une des sources de contamination, donc par ces fibres, c'était le fait de travailler à côté d'une personne qui utilise ces fibres. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien organiser le travail. C'est-à-dire qu'il faut coordonner l'intervention des différents corps de métier pour éviter la présence simultanée sur le site de façon à limiter le nombre de personnes qui vont être exposées. Il faut bien sûr prévoir un captage à la source des poussières chaque fois que ça peut être réalisé. Par exemple, quand on veut découper, vous avez vu la présentation de ces laines de verre, parfois c'est des rouleaux, parfois c'est des plaques, parfois c'est des flocons. Mais quand c'est des plaques, on est obligé de couper pour utiliser juste la partie qui nous intéresse. Il faut savoir qu'il faut utiliser des outils qui coupent, mais qui coupent avec une vitesse lente. Il ne faut pas utiliser des outils qui sont à une vitesse élevée. Quand ils travaillent à une vitesse élevée, ça dégage énormément de poussière. Et là, il y a un risque pour le travailleur. Alors, quand on a des laines, quand on les coupe sur une surface qui est rigide, il vaut mieux, par exemple, les couper avec un couteau plutôt qu'avec une scie. Ça fera beaucoup moins de poussière. Alors, si on est obligé de prendre des outils électriques, parfois c'est obligé, il faut choisir, il faut préconiser des outils électriques avec un système de captage qui est intégré. Il faut, comme dans tous les travaux qui exposent à des poussières, travailler à l'humide, surtout pour ceux qui vont procéder au retrait de ces matériaux. Par exemple, c'est un technicien en froid, il va aller intervenir sur les gaines. Il faut qu'il travaille, quand il enlève ces gaines, il faut qu'il travaille à l'humide. La quantité qui va être utilisée doit absolument être déballée au dernier moment. Et il faut déballer le plus près possible du lieu où on va utiliser cette laine d'isolation. Il faut que après le poste de travail, le sol doit être propre et en fin de poste, la zone de travail doit être nettoyée tout en utilisant, il ne faut jamais utiliser le balai ou alors la soufflette, c'est-à-dire avec l'air comprimé, avec le compresseur, on souffle parce que quand on balaie aussi, ça va partout au niveau de l'ambiance. Il faut utiliser des aspirateurs. Les tenues de travail, il faut avoir des tenues de travail qui sont amples, mais elles doivent être ajustées
au cou, au poignet et aux chevilles. Vous avez pour empêcher le contact de ces fibres avec la peau. Parce que si vous avez par exemple au niveau des poignets un vêtement qui est large ou au niveau du cou, c'est pas ajusté, c'est large, donc ces fibres, elles vont pénétrer. Vous avez vu que ça donnait des irritations, ça donnait des dermites et ça donnait des eczémas. Donc il faut empêcher tout contact de ces fibres avec la peau. Pas parce qu'elles pénètrent à travers la peau, elles ne pénètrent pas à travers la peau, mais c'est pour qu'elles n'exercent pas leur effet irritant et sensibilisant sur la peau. Il faut aussi toujours préconiser des casquettes et des lunettes qui sont équipées de protection latérale, donc surtout quand quelqu'un intervient pour isoler un plafond, parce que là aussi, vous aviez vu, ça donnait des conjonctivites lorsqu'il y avait un contact avec une muqueuse oculaire. On utilise des appareils de protection respiratoire de type FFP2, c'est ceux-là qui sont préconisés. Et il faut une hygiène corporelle très très stricte. Alors certains auteurs préconisent l'utilisation, pour éviter l'effet irritant sur la peau, d'utiliser ce qu'on appelle des crèmes barrières, mais actuellement, on le sait, ce n'est pas du tout efficace contre les irritations cutanées pour les personnes qui sont exposées aux laines minérales. Alors, les valeurs limites moyennes d'exposition, donc elles varient selon les pays, mais il faut savoir, par exemple, en France, on tolère une fibre par centimètre cube. Aux États-Unis également une fibre. En Allemagne et en Australie sont les plus strictes, donc c'est 0,5 fibres. En Irlande et aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus élevé, ça va jusqu'à 2 fibres. Comment allez-vous surveiller le personnel exposé, les travailleurs exposés à ces laines de verre? Eh bien, il n'y a pas de consensus. On essaye actuellement de calquer un petit peu comme si c'était de l'amiante. Toujours est-il qu'à la visite d'embauche, il est important d'avoir une radiographie pulmonaire et une EFR, ça va constituer un bilan de référence. La périodicité de la VP, elle est laissée à l'appréciation du médecin. Tout dépend des conditions de travail. Si les conditions de travail sont très rigoureuses, les consignes de sécurité respectées, les mesures de protection sont mises à disposition, vous pouvez procéder à une surveillance médicale, par exemple tous les ans. Mais si vous voyez que le travailleur est fortement exposé, vous pouvez passer à une surveillance médicale rapprochée, c'est-à-dire tous les 6 mois. C'est à vous de décider. Vous devez absolument rechercher lors de la visite médicale périodique une irritation de la peau, l'irritation des yeux, une irritation des voies respiratoires. Il faut aussi absolument rechercher les symptômes allergiques qui doivent être recherchés de façon systématique. Alors généralement, si c'est des ouvriers qui sont dans l'isolation depuis plusieurs années, il faut toujours rechercher une coexposition, en particulier à l'amiante, parce que les laines d'isolation, comme je vous l'ai dit, c'est un produit de substitution de l'amiante. Donc si c'est quelqu'un qui travaille dans l'isolation et qui est ancien dans le métier, il a certainement été exposé à de l'amiante. Donc cette recherche de l'exposition à l'amiante doit être systématique. Alors avant de passer aux fibres céramiques réfractaires, est-ce que vous avez des questions? Non. C'est clair? Qu'est-ce que vous avez retenu? Docteur Bouabache. Docteur Bouabache. Bonjour, professeur Liani. Je suis arrivée un peu en retard, du Oui, coup, j'ai vu. je suis un peu à côté de la plaque. Je suis désolée. Ah, d'accord. Bon, Vous la êtes de quel prévention, ça service? va. Le pH, lui, bas. Pourquoi vous êtes arrivé en retard? Vous étiez occupé? Non. Oui, j'étais au service ensuite. J'ai D'accord. fait un peu de retard. Voilà, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, pour les autres, qu'est-ce que vous avez retenu?
Docteur Boutou. Docteur Boutou. Docteur Boutou. Docteur Bella. Sarsou Bella. Docteur Rihani, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, retenu De façon le- générale, la- qu'est-ce que vous avez retenu de par fa- rapport aux laines minérales? je suis pas D'abord, trop quelles forte sont les laines pour faire des minérales? résumés. Elles englobent quoi? Pardon? Les laines. Elles englobent quoi, les laines minérales? Euh, Laine de roche, Oui, je retiens pas rapidement pour ça. c'est bien. Ah, vous n'arrivez pas à suivre. Docteur Chebini, si vous êtes en forme. Oui, mais je retiens pas facilement. Docteur Rihani, Oui. donc ça englobe quoi? Ça englobe la laine de verre, la laine de laitier et la laine de roche. Comment est-ce qu'elles sont différentes? Par quoi elles se différencient? Les propriétés, chaque fibre a ses propriétés. Oui, d'accord, mais Euh, pourquoi l'une on l'appelle laine de roche, laine de laitier, laine de verre, chacune? Pourquoi? Apparemment, vous ne suivez pas. Moi, vous savez, cette histoire-là de télé-enseignement, ça ne me convient pas du tout. Parce que j'ai l'impression que vous vous connectez, pour certains d'entre vous, hein, je ne parle pas de tout le monde, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous mettez et puis vous laissez l'enseignant parler. On ne vous voit pas, on ne vous connaît pas. Vous fermez vos écrans, vous éteignez vos caméras. Moi, en mon Pardon, s'il vous plaît. conscience, je fais mon cours. Après, c'est vous, hein, vous êtes en post-graduation. Normalement, vous êtes assez grand pour connaître vos intérêts. Parce que S'il vous finalement, plaît. si c'est pour juste mettre votre nom, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait un cours en présentiel. On veut bien, on comprend les transports, c'est difficile et tout et tout. Mais si c'est pour un résultat comme ça, moi, ça me désole tout ça. Franchement, ça me désole. Moi, c'est tant pis pour vous, hein. Moi, je fais mon cours. En mon âme et conscience, maintenant, si vous n'avez pas de questions, si vous vous connectez pour vous connecter, eh ben, nous aussi, je ferai plus d'efforts à l'avenir. Voilà. Alors, je passe aux fibres céramiques réfractaires. On S'il vous peut plaît, j'ai même une arrêter question. tout de suite la conférence, ça ne me pose aucun problème. Franchement, S'il vous ça ne me plaît. pose aucun problème parce que je n'aime pas parler devant un écran. Je passe à la deuxième partie, les fibres céramiques réfractaires. S'il vous plaît, c'est possible de poser une question. Dites-moi. Tout à l'heure, par rapport aux propriétés, on avait dit qu'elles n'absorbaient pas l'humidité par rapport aux fibres. Oui. Oui, par rapport à la prévention collective, donc on requiert un travail à l'humide. En fait, le travail à l'humide, c'est quand je ne sais pas, vous le voyez tous les jours. Regardez en été, par exemple, les épiciers. Qu'est-ce qu'ils font devant leur magasin? Ils aspergent d'eau. On l'a remarqué, ça. Pourquoi ils mettent de l'eau? En fait, ils mettent de l'eau pour faire tomber la poussière. Quand je vous dis qu'elles n'absorbent pas l'humidité, elles sont dans l'isolation, elles ne brûlent pas, elles n'ont pas d'odeur, mais elles n'absorbent pas l'humidité. Ça, c'est une chose. Mais quand on conseille de travailler à l'humide, c'est quelqu'un, par exemple, qui va intervenir sur les tuyaux d'isolation. Quand il va déchirer les gaines,
ça va forcément donner beaucoup de poussière dans l'atmosphère. Oui, Vous êtes d'accord? oui, Et donc, ces poussières-là, pour qu'elles ne restent pas en suspension dans l'air et qu'elles tombent par terre et qu'elles ne soient pas inhalées, on met un procédé humide. On met de l'eau, on asperge d'eau. d'accord, Comme ça, les poussières, il n'y en aura pas partout. Elles vont tomber. d'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation? Oui, oui. D'accord. Alors, je continue pour les fibres céramiques. Alors, les fibres céramiques font l'objet actuellement d'une très, très grande attention de la part des scientifiques. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans la biopersistance, la dissolution, la durée de dissolution, elle était largement supérieure à celle des laines d'isolation. C'est vrai qu'elle n'arrive pas à elle n'atteint pas la durée de l'amiante, mais en même temps, elle est largement supérieure à celle des laines d'isolation. Et on avait dit parmi les critères de toxicité d'une fibre, quelle que soit son origine, c'est justement sa biopersistance et sa capacité à se dissoudre dans les milieux biologiques. Et donc, comme on a constaté que ces fibres céramiques réfractaires avaient une vitesse de dissolution qui était très lente par rapport aux laines d'isolation, donc elle fait l'objet d'une très grande attention. Alors, ce sont un matériel qui a été finalement synthétisé par l'homme à la fin des années 40. Il a été découvert à la fin des années 40, mais il a commencé à être commercialisé qu'à partir des années 50 aux États-Unis. Un peu plus tard en Europe, en 65, en 75 en Australie. En 70, il y a eu vraiment un accroissement de sa production et de son usage, parce qu'en 70, on a commencé à comprendre que l'amiante pouvait donner des cancers. Donc, on s'intéressait à cette nouvelle substance et on commençait à beaucoup plus l'utiliser. Il faut savoir que tout comme l'amiante, c'est un matériel qui peut résister à des températures qui peuvent atteindre les 1400 degrés. Alors, ce sont des fibres, les fibres céramiques réfractaires sont des fibres alumino-siliceuses et vitreuses. Elles sont synthétiques. Elles contiennent moins de 18% d'oxyde d'alcalin et d'alcalino-terreux. Elles peuvent contenir en plus des oxydes de zirconium. Alors, leur caractéristique, c'est qu'elles sont plus biopersistantes que les laines de verre, mais moins biopersistantes que l'amiante. Les fibres céramiques réfractaires, elles ont les mêmes niveaux de biopersistance que les laines de roche. Et au-delà de 1000 degrés, les fibres céramiques réfractaires peuvent se cristalliser en formant de la mullite et de la cristobaltite. Qui sont la cristobaltite? Il faut savoir que c'est de la silice libre cristalline. Alors la dévitrification, donc c'est-à-dire cette modification, cette transformation en mullite et en cristobaltite, elle s'accroît avec la température et avec le temps. Les fibres céramiques réfractaires zircone sont beaucoup moins toxiques que les fibres céramiques réfractaires dépourvues de zirconium. Les fibres céramiques réfractaires totalement synthétiques sont les plus anogènes. Les fibres céramiques de kaolinite, lorsqu'elles sont vieillies par un chauffage intense, donc elles sont usées, sont beaucoup moins cytotoxiques alors qu'elles contiennent de la silice cristobaline. Alors, quelles sont leurs propriétés? Leurs propriétés, donc les fibres céramiques réfractaires, se présentent sous un aspect blanc et cotonneux. Le diamètre, il est compris entre 1 et 3 microns. Pas de fibrilles.
cassure, donc c'est-à-dire qu'elle ne donne pas de cassure transversale. Il y a une excellente résistance à la température, donc ça va 1260 jusqu'à 1450 si elle contient du zircone. Elle a une faible conductivité thermique et avec une capacité calorifique, une bonne inertie chimique, elle résiste très bien aux acides et on peut la façonner. Et sa cristallisation survient à des températures supérieures à 1000 degrés. Où est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, on l'utilise pour l'isolation thermique. L'isolation thermique, que ce soit des fours industriels, de hauts fourneaux, d'appareils de chauffage industriels et domestiques, de moules de fonderie, de tuyauterie, de câbles pour la fabrication de joints. On l'utilise aussi en industrie automobile, en industrie ferroviaire et aéronautique. On l'utilise aussi dans la protection incendie et dans certaines à usage aussi domestique, par exemple pour isoler les chaudières, les fours à pyrolyse, les plaques de cuisson vitrocéramiques jusqu'en 1990. Alors, les fibres céramiques réfractaires sont actuellement utilisées aussi dans la fabrication de prothèses, surtout la fabrication de prothèses dentaires. Alors, la question qu'on se pose, et la réponse définitive n'a pas encore été établie, c'est est-ce qu'elles sont dangereuses pour la santé humaine? Parce que vous avez vu quand même qu'elles possèdent quelques caractéristiques qui répondent aux critères de toxicité d'une fibre. Elles sont biopersistantes, elles ne se cassent pas transversalement, quand elles brûlent, elles donnent de la cristobalite, qui est en fait de la silice libre cristalline, elle-même cancérogène. Donc on se dit finalement, pour l'organisme humain, est-ce qu'il y a un impact? Alors, dès que les fibres céramiques réfractaires ont commencé à être utilisées, il y a eu beaucoup d'études qui ont été mises en place pour faire une évaluation de leur toxicité. Et très rapidement, en 1984, on a vu arriver des cas de cancer bronchique et de mésothéliome chez des rats qui étaient exposés à des fibres céramiques réfractaires. En 1987, on a constaté également l'apparition de mésothélium chez des hamsters qui étaient exposés. Et à partir de ces études expérimentales, ça a suscité justement l'intérêt des chercheurs qui ont mis en place des études épidémiologiques chez l'homme. Il y a eu deux principales études épidémiologiques qui ont été menées. Une qui a été menée aux États-Unis par l'Université de Cincinnati et une autre par l'Institut de médecine du travail au niveau européen. Quelles sont les conclusions de ces différentes études? En fait, il s'est avéré que les fibres céramiques réfractaires donnaient des atteintes cutanées à type de dermite irritative. Et ça a été observé même dans des atmosphères qui contenaient très très peu de fibres. Donc ça, c'est un fait clairement établi. Fibres céramiques réfractaires, dermite irritative. De quoi se plaignaient les travailleurs qui étaient exposés? Eh bien, le signe fonctionnel qui a été toujours le plus souvent rapporté à travers les deux grandes études, c'était la dyspnée. Et les symptômes, on les retrouvait assez bizarrement chez les employés qui étaient affectés aux usines de production. Il a été noté également qu'il y avait un risque de survenue de plaques pleurales, puisque les études avaient retrouvé l'apparition de plaques pleurales chez des travailleurs qui étaient exposés aux fibres céramiques réfractaires. Ils ont retrouvé aussi une altération de la fonction respiratoire à type d'obstruction des voies aériennes supérieures, en particulier chez les fumeurs. Mais à ce jour, les études n'ont pas mis en évidence de fibrose pulmonaire, mais il faut savoir, c'est toujours le même problème.
c'est que les études, généralement, ont été menées dans les secteurs de production, là où les expositions sont très faibles, du fait du respect des consignes de sécurité. C'est bon, je continue? Oui. Est-ce qu'il y a une absorption cutanée cette fois-ci? Non, toutes les fibres, quelles qu'elles soient, quelle que soit la nature, il n'y a jamais d'absorption. Il y a un contact cutané, mais pas de pénétration à travers la peau. La pénétration, elle ne se fait que par voie respiratoire. C'est D'accord. exclusivement respiratoire. Alors par contre, dans les données épidémiologiques, dans l'expérimentation animale, on a retrouvé que les fibres céramiques réfractaires avaient un potentiel fibrosant et même un pouvoir cancérogène. D'accord. Alors, les études sur la mortalité, en 2003, il a été rapporté une étude sur la mortalité des ouvriers qui ont été exposés aux fibres céramiques réfractaires aux États-Unis. Donc, il n'a pas été mis en évidence de surmortalité relative aux maladies respiratoires cancéreuses ou non, mésothélium compris, avec un standard mortality, donc SMR inférieur à 100 pour chacune des pathologies. En revanche, donc le SMR, pour les cancers des voies urinaires chez les patients fumeurs était de 334,8. Alors, dans une autre analyse de 2002, il a été constaté que la surmortalité relative au cancer pulmonaire dans une cohorte d'ouvriers exposés aux fibres céramiques réfractaires était statistiquement incompatible avec l'hypothèse selon laquelle les fibres céramiques réfractaires étaient aussi cancérogènes que les fibres d'amiante en fibole. Alors, il faut savoir que jusqu'à l'heure actuelle, les études sont en cours pour évaluer l'existence d'un risque accru de cancer dû à l'exposition aux fibres céramiques réfractaires chez l'homme. Alors, pour les observations biométrologiques chez l'homme, donc beaucoup d'études ont été menées sur le sujet et il a été rapporté en 2000 la présence de pseudocorps asbestosiques dans le lavage broncho-alvéolaire chez des sujets sains qui travaillaient dans la production de ces fibres céramiques réfractaires. C'est comme pour l'amiante, qu'est-ce qu'on retrouve en amiante? Quand on fait un lavage broncho-alvéolaire, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve dans les crachats de quelqu'un qui a été exposé à l'amiante? Les corps asbestosiques. Vous avez oublié? Oui. Bon. Alors, le fait qu'il y ait des pseudocorps asbestosiques, cette présence, ça veut dire que finalement, on peut conclure, c'est les auteurs de cette étude, ont conclu qu'il existait une interaction entre les fibres céramiques réfractaires qui étaient déposées dans le poumon et les macrophages alvéolaires, responsables du dépôt de ferroprotéines. Et aussi, la deuxième conclusion, c'est que ces fibres céramiques réfractaires résidaient un temps suffisamment long pour entraîner la formation de corps ferrugineux. Alors, la même observation a été faite tout récemment de la présence carrément de fibres céramiques réfractaires dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire d'un prothésiste dentaire et de 2 travailleurs d'une usine qui produisaient des cordes de fibres réfractaires pour l'isolation de portes. Et il faut savoir que ces 2 personnes avaient aussi une atteinte
non, il présentait une atteinte pleurale, c'est-à-dire une pathologie pleurale bénigne. Et le comble, c'est qu'aucun des deux n'avait été exposé à l'amiante. Alors, comment se... Attendez, hein. Alors, comment organiser la prévention des fibres céramiques, D'abord, c'est la substitution, toujours. Actuellement, on réfléchit beaucoup à remplacer les fibres céramiques réfractaires par des matériaux qui vont être moins dangereux ou par des procédés qui évitent leur mise en œuvre. Alors, quels sont les matériaux qui sont proposés actuellement pour substituer les fibres céramiques réfractaires? Ce qui est proposé, ce qu'on appelle les laines d'isolation haute température. Ce sont des laines en fait de silicates alcalino-terreux, des AES, qui ont commencé à être produites en 1990 pour principalement substituer les fibres céramiques réfractaires. C'est-à-dire qu'on est dans l'éternel recommencement. Il y avait l'amiante, on s'est rendu compte que l'amiante était cancérogène, on a substitué l'amiante par les fibres céramiques réfractaires. Maintenant, on commence à se rendre compte qu'il y avait des pseudocorps asbestosiques, qu'il commençait à y avoir des atteintes pleurales bénignes. Et donc, on réfléchit encore sur un autre matériel, on met en place un nouveau matériel sur lequel on va être encore dans l'observation pendant quelques années, et ainsi de suite. Alors, il faut aménager la protection collective, donc le captage à la source, donc surtout lorsqu'il y a une utilisation des fibres en vrac, ou des travaux de flocage, ou quand on fait une découpe avec des outils qui tournent à vitesse très rapide et des outils qui ne sont pas ventilés, il faut proposer une protection individuelle. Donc ça, vous savez que les EPI sont le dernier niveau de protection en hygiène du travail. Donc généralement, les dotent de combinaisons particulières, de gants, d'appareils de respiratoire équipés de filtres P3. Et lorsqu'il y a des émissions de fibres qui est élevée ou lorsqu'il y a un effort qui est très soutenu, le recours carrément à un masque complet à adduction d'air s'avère indispensable. Alors voici une image que j'ai prise de l'INRS. C'est ce qu'on appelle le captage à la source. Donc vous avez vu les effets de protection dont est doté ce travailleur. Donc la combinaison, elle est resserrée au poignet, elle est resserrée au niveau du cou. Il porte carrément un masque total avec adduction d'air et là, avec une aspiration à la source lors du découpage d'une plaque de fibres céramiques réfractaires. Il faut toujours, en matière de produits dangereux, limiter les quantités sur le lieu de travail, limiter le nombre de personnes exposées ou susceptibles de l'être. Il faut délimiter les zones à risque et utiliser des signaux adéquats, donc défense de fumée, dans les zones où les travailleurs sont exposés. Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des fibres céramiques réfractaires, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de façon claire et visible. Et il faut procéder à une façon sécuritaire de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets générés par le travail utilisant ces fibres céramiques réfractaires. Il est bien entendu toujours pour ces travailleurs interdit de manger, fumer et boire dans les zones de travail. L'hygiène des locaux doit se faire avec un aspirateur de très haute efficacité. C'est les seuls qui vont être capables de retenir toutes les fibres les plus dangereuses. Et le nettoyage devra se faire après chaque manipulation
Et les personnes chargées de ce nettoyage doivent être protégées, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire un masque P3, des gants, des lunettes, une combinaison jetable, donc toutes les protections. Il faut former les travailleurs, c'est une obligation légale, et les informer des risques et à l'intérêt de porter les effets de protection qui sont dans ce cas très spécifiques. Comment les surveiller? Donc toujours à la visite médicale d'embauche, procéder à un bilan de référence avec une radiographie pulmonaire standard et une spirométrie. À la visite périodique, toujours rechercher, donc vous avez vu qu'il y avait des troubles ventilatoires obstructifs, donc c'est celui-là que vous allez rechercher. Donc faire une spirométrie régulièrement, et dès qu'il y a la moindre anomalie, il faut la confirmer par le FR. Alors beaucoup d'auteurs se proposent, c'est-à-dire se posent la question, est-ce qu'il ne faudra pas faire exactement la même surveillance que pour l'amiante? Mais en même temps, cette surveillance devra être adaptée. Donc ça, c'est ce que je vous donne aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début du cours, il peut y avoir toujours de nouvelles données. Il faut toujours adapter vos modalités de surveillance à l'évolution des connaissances. Alors ça, c'est un tableau récapitulatif, en fait, qui reprend un peu là les effets sur la santé de l'homme. Donc, par exemple, on prend par exemple le risque de cancer, par exemple pour les laines de verre, laines de roche, laines de laitier, que ce soit chez l'homme et l'animal, on dit que non. Pour les fibres céramiques réfractaires, les cancers ont été observés chez l'animal. Chez l'homme, on se pose toujours la question. La persistance dans les poumons, c'était un critère de toxicité. Elle était faible pour les laines de verre et laines de laitier. Par contre, elle est élevée pour les laines de roche et les fibres céramiques réfractaires. Pour ce qui est des autres maladies, respiratoires qui ne sont pas cancéreuses, des atteintes pleurales ont été observées pour les fibres céramiques réfractaires. On a vu qu'il a été observé des plaques pleurales chez les travailleurs. Pour les maladies des poumons, pour la laine de roche, les études sont mitigées. Il n'y a pas eu de fibrose avec la laine de verre et la laine de laitier. Par contre, pour les fibres céramiques réfractaires, certaines des fibroses ont été rapportées. Alors, pour l'évaluation, généralement, de façon générale, l'évaluation chez l'homme concernant la laine de verre, la laine de roche, la laine de laitier, les fibres céramiques, actuellement, les preuves sont insuffisantes. Donc, c'est les classifications en fait. Et la classification, donc, elle est actuellement, les fibres céramiques sont classées en 2B. Pour les autres, elles sont classées en niveau 3. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, la classification des fibres céramiques réfractaires, pour le CIRC, c'est 2B. Pour l'Union européenne, c'est 2. Alors, pour ce qui est le nombre de fibres, donc le nombre de fibres, on voit qu'en France, de 2007 à 2009, on toléré 0,5 fibres par centimètre cube d'air. Et à partir du 1er juillet 2009, on ne tolère que 0,1 fibre par centimètre cube. Donc, ça a été revu à la baisse. Au Royaume-Uni, 1 fibre par centimètre cube. En Allemagne, 0,5 dans le secteur de la production et 0,25 dans les installations nouvelles. En Italie, en Suède, 0,2. Et aux États-Unis, donc on considère qu'il y a plusieurs organismes en fait pour le RCF, c'est 0,5. Pour la CGIH, c'est 0,2.
Alors, je termine en disant que sur la base des données actuelles, épidémiologiques et expérimentales, on peut affirmer que l'exposition à des fibres minérales artificielles ne conduit pas au même risque que l'exposition à l'amiante. Le modèle animal évoque un risque carcinogène dans certains cas. Évoquant, un risque carcinogène dans certains cas n'est pas uniforme. On trouve de grandes variations dans les résultats publiés. D'un point de vue biologique, on sait que les fibres de verre et les fibres minérales artificielles ont une biopersistance nettement plus faible que les fibres d'amiante. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Alors, Merci. de rien. Alors, Ti Gersha. Ti Gersha. Rihani. Rihani Zineb. Oui. Bouabash Je suis là. Fatma Zuhra. Oui, présente. Malgré un retard, mais bon. Chabini. Bouslimani. Benjama. El Abbas. Présente. Boutourmas Ahmed. Boutourmas Ahmed. Meddah Souhir. Hassin Sidali. Tebal Asma. Ils ont l'habitude d'assister avec vous, ceux de Béjaïa et de Douera? Bijaya et Blid, non. Non, d'accord. Moi, je vais mettre absent et après, Madame Laïb verra. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, bonne fin de journée. Merci à vous Merci. aussi. Bon rétablissement.